Bonjour et bienvenue dans Méli Mémo, le podcast qui dit les mots là où ça déborde. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet, ou plutôt d'un sentiment qui traverse beaucoup d'étudiants en psychologie, le sentiment d'illégitimité. Ce sentiment qui arrive parfois en cours, parfois en stage, parfois devant une note, parfois au moment des candidatures de master, parfois même dans une conversation toute simple. Quand quelqu'un nous demande par exemple « Et toi, pourquoi veux-tu devenir psychologue ?» Et là, quelque chose se serre. Parce que derrière cette question, il y en a souvent beaucoup d'autres. Est-ce que je suis vraiment capable ? Est-ce que j'ai assez de connaissances ? Est-ce que j'ai ma place dans ces études ? Est-ce que je mérite d'être ici ? Ne suis-je pas en train de prendre la place de quelqu'un d'autre ? Pour préparer cet épisode, j'ai demandé à des étudiants en psychologie de répondre à plusieurs questions autour de ce sentiment. D'ailleurs, je voulais remercier chaque étudiant qui a pris la peine d'y répondre. J'avoue que je ne m'attendais pas à autant de retours. Dans les réponses, il y avait des étudiants en licence, en master, en post-licence, des personnes en reconversion, d'autres déjà très proches du titre de psychologue. Il y avait des parcours cliniques, de neuropsychologie, de psychologie du travail, de psychologie de l'éducation, de psychopathologie, et forcément des vécus très différents. Certaines réponses étaient très posées, d'autres étaient beaucoup plus brutes, parfois même pleines de colère, mais toutes disaient quelque chose d'important. Ce sentiment d'illégitimité ne prend pas toujours la même forme, et pourtant il touche souvent au même endroit. Cette peur de ne pas être assez. Pas assez compétent, pas assez formé, pas assez sûr de soi, pas assez cultivé, pas assez reconnu, pas assez prêt. Mais j'ai aussi trouvé autre chose dans ces réponses. J'ai trouvé des étudiants qui doutent, qui se demandent où est leur place, mais qui continuent de travailler malgré tout, de garder un espoir, même quand tout semble s'effondrer. J'ai découvert des étudiants qui ont peur de mal faire, mais qui veulent bien faire. Des étudiants blessés par le système, mais encore capables de penser leur parcours. Des étudiants qui se comparent, mais qui commencent aussi à comprendre que chaque chemin est différent. Des étudiants qui se sentent parfois illégitimes, mais qui ont déjà vécu des moments, en stage, face à un patient, dans un retour de tuteur, où quelque chose leur a dit « Peut-être que je peux être à ma place ici. Peut-être qu'à mon tour, il me sera possible de mettre ma pierre à l'édifice. » Et c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui. Pas seulement du doute, mais de ce qui peut se construire à travers lui. Pas pour dire que ce sentiment est léger, qu'il suffit de prendre confiance en soi, ou qu'il faut absolument transformer chaque difficulté en leçon positive. Parce que parfois, se sentir illégitime, ça fait seulement mal. Donc il ne s'agit pas d'enjoliver ce que tu vis, ni de faire comme si le doute était toujours beau, toujours utile, toujours formateur. Parfois le doute épuise. Parfois il décourage. Parfois il donne l'impression que l'on n'a pas sa place, alors même que l'on essaie de tout faire correctement. Mais si j'ai envie d'en parler aujourd'hui, c'est aussi parce que je refuse de laisser ce sentiment raconter ton histoire. Mon histoire. Oui, il peut être violent. Oui, il peut être nourri par des expériences, par des remarques, par des échecs, par un système qui met énormément de pression. Mais il ne dit pas tout de toi. Il ne dit pas toute ta valeur. Il ne dit pas tout ce que tu peux devenir. Alors cet épisode n'a pas pour but de minimiser ce sentiment, mais de le regarder en face, sans lui laisser le dernier mot. Quand je vous ai demandé de définir le sentiment d'illégitimité, les mots qui sont venus sont souvent très forts. Ne pas être compétent, ne pas être à la hauteur, ne pas mériter sa place, ne pas se sentir reconnu, avoir l'impression d'être dans un endroit qui ne veut pas de nous. Dans vos réponses, il y avait aussi cette idée d'injustice. Pour certaines personnes, l'illégitimité ne venait pas seulement d'un manque de confiance personnelle, mais d'un système ressenti comme fermé, flou, inégal, parfois décourageant. Quelqu'un parlait même de ne pas se sentir bienvenu. Une autre personne résumait cela par une phrase très simple. C'est injuste. Parce que tout ne vient pas toujours de l'intérieur. Parfois l'étudiant doute de lui, oui, mais parfois aussi ce sont les conditions de formation, la sélection, le manque de place, le manque de retour ou l'absence de cadre clair qui viennent nourrir ce doute. Et dans les études de psychologie, ou dans les études tout court, ce sentiment peut apparaître à plusieurs endroits. Il peut surgir face à une note, face à un professeur, face à un tuteur de stage, face à un patient, ou simplement face au regard de quelqu'un qui semble savoir mieux que toi. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est juste une phrase dans une correction, un silence après une intervention, une remarque qui tombe mal, un retour que tu n'arrives pas à accueillir sur le moment, une impression de ne pas être assez solide, assez clair, assez juste. Et petit à petit, tu peux avoir l'impression que ce n'est pas seulement ton travail qui est évalué, mais ta place entière dans ces études.
Dans ces études, ce qui peut parfois être perturbant, ce sont les notes. Une note qui, normalement, ne devrait être qu'un repère. Elle devrait nous aider à comprendre ce qui est acquis, ce qui reste fragile, ce qu'il faut retravailler. Mais parfois, quand on doute de sa légitimité, une note peut prendre une place beaucoup plus grande que prévu. Elle ne ressemble plus seulement à l'évaluation d'un devoir, elle ressemble à un verdict. De ce fait, tu ne lis plus ce travail manque de méthode, tu entends tu n'as pas le niveau. Tu ne lis plus l'analyse est à approfondir, tu entends tu ne sais pas penser. Tu ne lis plus la problématique est fragile, tu entends tu n'es pas fait pour ces études. Et dans les témoignages, cela revient souvent. Certains disent que ce sont les résultats qui font le plus douter. D'autres expliquent qu'une mauvaise note devient presque grave, comme si elle venait toucher autre chose que le devoir rendu. Il y a aussi cette phrase qui résonne à l'intérieur, celle qu'on est nul, qui peut surgir très vite, très violemment, alors qu'à l'origine, il ne s'agit parfois que d'un partiel, d'une correction, d'un point méthodologique à retravailler. Et me concernant, c'est là que j'ai l'impression d'être démasquée. Comme si la note venait confirmer quelque chose que je redoutais déjà en silence. Comme si le professeur avait vu ce que j'essayais de cacher. Vu que je n'avais pas assez compris. Vu que mon raisonnement n'était pas assez clair. Vu que je n'avais pas les bons codes. Vu que, malgré mes efforts, quelque chose ne tenait pas. Et dans ces moments-là, aller voir le professeur pour demander des explications peut devenir très difficile. Pas parce que tu t'en fiches, pas parce que tu ne veux pas progresser, mais parce que tu peux avoir un sentiment de honte. Honte de revenir vers la personne qui a mis le doigt sur ce qui n'allait pas. Honte d'être vu dans ta difficulté. Honte de demander de l'aide là où tu as déjà l'impression d'avoir échoué, que tout est écrit. Alors tu peux garder ça en toi. Tu évites de relire les commentaires, tu n'oses pas poser de questions. Et je crois que c'est là que l'accompagnement a toute son importance. Parce qu'un étudiant n'a pas seulement besoin d'une note. Il a besoin de comprendre comment avancer. Il a besoin qu'on lui montre ce qui manque, sans lui donner l'impression que tout est perdu. Il a besoin d'entendre « là, ce n'est pas encore assez construit, mais ça peut se travailler ». Ce « pas encore » change beaucoup de choses, parce qu'il laisse une place à la progression. Parce qu'une mauvaise note ne dit pas que tu ne peux pas devenir psychologue. Elle dit qu'à ce moment-là, dans ce devoir-là, quelque chose avait besoin d'être repris. Et ce n'est pas la même chose. Un point à travailler, ce n'est pas une preuve que tu n'as pas ta place. C'est une étape qui te permettra de grandir dans cette profession. Parce qu'en tant que futur clinicien, tu devras à de nombreuses reprises reconsidérer ta pratique et ta pensée. C'est aussi pour cela que plusieurs étudiants parlent du besoin d'avoir des retours plus constructifs. Pas seulement une note, pas seulement une appréciation rapide, mais quelque chose qui aide à comprendre. Qu'est-ce qui est déjà là? Qu'est-ce qui manque? Comment je peux reprendre sans me sentir réduit à mon erreur? Le sentiment d'illégitimité peut aussi apparaître en stage, mais d'une autre manière. Là, il ne s'agit plus seulement d'une copie ou d'un partiel. Il y a le terrain, les patients, les entretiens, les équipes, les institutions, les tuteurs. Et forcément, tout devient plus réel, plus impressionnant aussi. Dans les réponses, les stages apparaissent presque comme un lieu à double face. Pour certains, ils fragilisent énormément, parce qu'ils donnent le sentiment de ne pas avoir assez d'outils, pas assez de pratique, pas assez d'expérience. Une personne disait qu'elle avait peur de dire des choses qui ne vont pas. Une autre parlait de cette impression d'être dépourvue, comme si la théorie accumulée ne suffisait pas encore à agir concrètement. Mais pour d'autres, le stage est au contraire le premier endroit où quelque chose se confirme. Parce qu'un patient remercie, parce qu'un enfant se confie, parce qu'un tuteur valorise une question, une analyse, une posture. Parce que sur le terrain, l'étudiant découvre qu'il peut peut-être tenir une place, même imparfaite, même encore en construction. En stage, tu peux te sentir illégitime, parce que tu ne sais pas forcément où te mettre, parce que tu observes, mais que tu ne sais pas toujours ce que tu devrais savoir. Parce que quand tu participes à un entretien, tu peux te demander quand parler, quoi dire, comment formuler une question. Parce que tu peux comparer ta réflexion à celle de professionnels qui ont des années d'expérience. Et parfois, ce sentiment est renforcé par la relation au tuteur. Pas toujours, évidemment et heureusement, parce qu'il y a des tuteurs très soutenants qui donnent une vraie place, qui encouragent, qui expliquent, qui permettent de progresser. Mais il peut aussi y avoir des situations plus délicates. Parce que la relation de stage est une relation asymétrique. L'étudiant a besoin d'être accueilli, validé, évalué, parfois recommandé. Le tuteur, lui, occupe une position d'autorité. Et dans cet écart, il peut être difficile de dire que tu n'es pas d'accord. Difficile de défendre une autre façon de penser. Difficile de rester authentique quand tu as peur d'être mal vu, repris ou désavoué. Certains étudiants évoquent cette difficulté à prendre une place quand l'orientation théorique du tuteur ne correspond pas à la leur, ou quand ils ont l'impression de devoir dire oui à des interprétations auxquelles ils ne croient pas vraiment. Et ça aussi, ça peut créer une sorte d'illégitimité. Pas parce que tu n'as rien à dire,
mais parce que tu ne te sens pas toujours autorisé à penser par toi-même. Et ce point est revenu de manière forte dans certains témoignages. La difficulté de rester soi-même dans une relation où l'on dépend du regard du tuteur. Pourtant, c'est peut-être aussi là que se trouve une partie de la beauté du stage. Parce qu'un stage, ce n'est pas seulement un lieu où tu vas venir appliquer ce que tu sais déjà. C'est un lieu où tu vas rencontrer une pratique, une manière de penser, une orientation, un style clinique. Et parfois, quand deux courants se rencontrent, ou même se confrontent, cela peut aussi devenir très riche, à condition que cette confrontation ne soit pas vécue comme une domination, à condition qu'elle ouvre un dialogue, et non une obligation de se taire. Parce qu'un désaccord théorique ne devrait pas devenir une histoire d'ego. Il ne s'agit pas de savoir qui pense mieux, qui détient la bonne lecture, ou qui aurait absolument raison face à l'autre. Il ne s'agit pas non plus pour le stagiaire d'être en opposition permanente avec son tuteur. L'enjeu devrait rester ailleurs. L'enjeu, c'est le patient. C'est de se demander qu'est-ce qui peut l'aider, qu'est-ce qui peut ouvrir quelque chose, qu'est-ce qui permet de mieux comprendre sa demande, son histoire, sa souffrance, sa manière d'être au monde. Quand deux approches se rencontrent, elles peuvent parfois se heurter, certes, mais elles peuvent aussi se compléter. Elles peuvent permettre de regarder une situation autrement, de nuancer une hypothèse, d'éviter de rester enfermé dans une seule lecture, d'entendre un détail qui aurait pu passer inaperçu. Et c'est là que le stage peut devenir vraiment formateur. Pas quand chacun cherche à imposer sa pensée, mais quand chacun accepte de mettre sa pensée au travail. Tu vas apprendre du psychologue, bien évidemment, mais le psychologue peut aussi être déplacé par tes questions, par ton regard neuf, par tes hésitations, par ce que tu perçois autrement. Et si tout cela reste au service du patient, alors la différence d'approche n'est plus une menace. Elle devient une possibilité. Une possibilité de penser plus largement, de travailler plus finement, et peut-être parfois de faire un peu mieux pour celui ou celle qui est là, en face. Bien sûr, cela demande un cadre où tu peux être repris sans être écrasé, questionné sans être humilié, guidé sans être réduit au silence. Parce que quand ce cadre existe, même la différence d'approche peut devenir formatrice. Elle ne vient pas dire tu as tort et moi j'ai raison. Elle vient dire regarde, il existe plusieurs manières de penser l'autre, et tu vas devoir peu à peu construire la tienne. Et ça, même si c'est inconfortable, peut aussi être une vraie richesse. Cela dit, les stages ne sont pas uniquement des lieux qui fragilisent, et c'est important de le dire aussi. Pour beaucoup d'étudiants, les stages sont même les moments où quelque chose se répare. Parce qu'un retour positif d'un tuteur peut compter énormément. Parce qu'un patient qui te renvoie quelque chose de positif peut t'aider à croire un peu plus en ta place. Parce qu'une tâche confiée, comme rédiger un compte-rendu, faire un test, participer à un entretien, peut donner le sentiment que quelqu'un te pense capable. Parfois les cours font douter, mais le terrain rassure. Une note ne dit pas grand-chose de ce que tu peux être face à l'autre. Et ça, plusieurs étudiants l'ont dit très clairement. Les stages peuvent donner une forme de réalité à la légitimité. Une personne disait que les retours des patients lui permettaient de voir son impact positif. Une autre évoquait des messages de remerciements reçus longtemps après une expérience de terrain. Une autre encore racontait qu'en stage, sa tutrice lui avait dit de continuer, qu'elle avait les capacités de devenir psychologue. Ce sont parfois des petites phrases, mais elles peuvent venir réparer beaucoup. Et parfois, c'est en stage que tu peux te dire « Là, je comprends pourquoi je suis venue ici. Là, je sens que quelque chose a du sens. Là, je ne suis pas encore psychologue, mais je suis en train d'apprendre à tenir une place. » Alors oui, un stage peut faire douter. Il peut te mettre face à tes limites. Il peut réveiller la peur de ne pas être assez formé, assez solide, assez légitime. Mais il peut aussi devenir un lieu de construction, quand le cadre permet de penser, de questionner, de se tromper, d'être repris sans être écrasé. Peut-être que la vraie question n'est donc pas seulement « est-ce que je suis légitime en stage ?», mais aussi « est-ce que ce stage me donne les conditions pour construire ma légitimité ?» Parce qu'un étudiant n'a pas besoin d'être déjà parfaitement à l'aise. Il a besoin d'être accompagné, d'avoir des retours, d'avoir un cadre, d'avoir le droit de ne pas savoir encore. Et ce pas encore une fois, est essentiel. Sache que je parle davantage de cette classe de stagiaires dans mon précédent podcast, donc n'hésite pas à aller l'écouter si tu ne l'as pas fait. Dans certains retours, il y a des phrases évoquées qui m'ont énormément marqué, et qui quelque part ont aussi fait résonance en moi. Je ne suis pas à ma place, je n'ai pas les compétences. Est-ce que je mérite vraiment cette place ? C'était juste de la chance. Pourquoi moi alors que j'essaie toujours de faire de mon mieux ? Et il y en avait d'autres, parfois très courtes, mais aussi très lourdes. Je ne mérite pas d'être psy. Je ne suis pas compétent. Les autres font mieux. Je n'y arriverai jamais. Ou encore cette question qui revient sous plusieurs formes. Qu'est-ce que les autres ont que moi je n'ai pas ? Ces phrases peuvent être très violentes,
parce qu'elles ne se présentent pas toujours comme des pensées passagères. Elles peuvent donner l'impression d'être des vérités. Pourtant, elles apparaissent souvent dans des moments précis. Après un refus, une mauvaise note, un stage difficile, une comparaison, une remarque, une période de fatigue. Autrement dit, elles ne disent pas seulement quelque chose de toi. Elles disent aussi quelque chose de l'état dans lequel tu es quand elles surgissent. Et ça change tout. Parce qu'une pensée qui apparaît dans un moment de peur n'est pas forcément une vérité sur ton avenir. Quand tu te dis « je ne suis pas à ma place », peut-être que tu es surtout en train de vivre un moment où ta place n'est pas assez soutenue. Quand tu te dis « je n'ai pas les compétences », peut-être que tu es surtout en train de rencontrer une situation pour laquelle tu as encore besoin d'être formé. Quand tu te dis « c'était juste de la chance », peut-être que tu n'arrives pas encore à reconnaître le travail que tu as fourni. Le but n'est pas de nier ces phrases, parce qu'elles existent et elles font mal. Mais elles peuvent aussi être interrogées. Elles peuvent être remises à leur place. Elles peuvent devenir des portes d'entrée pour comprendre ce dont tu as besoin, c'est-à-dire plus de cadres, plus de retours, plus de temps, plus de confiance, plus de reconnaissance, plus d'accompagnement. Dans les réponses, on voit bien que derrière ces phrases, il y a souvent un besoin précis. Besoin d'être rassuré, besoin d'être guidé, besoin d'entendre « tu apprends et c'est tout à fait normal de faire des erreurs ». Besoin qu'on rappelle que l'on peut avoir peur sans être incapable et que l'on peut manquer d'expérience sans manquer de valeur. Et parfois, entendre une autre phrase peut nous donner une bouffée d'oxygène, telle que « tu es ici pour une raison, tu as ta place, tu n'as pas besoin de tout savoir maintenant, tes notes ne résument pas ce que tu peux devenir, tu es capable de beaucoup plus que ce que tu crois ». Maintenant, nous allons aborder un sujet très important, le sujet de la comparaison. À l'université, beaucoup d'étudiants ont tendance à se comparer. Pas forcément tout le temps, pas forcément à tout le monde, mais assez pour que ça vienne toucher leur confiance. Et ce qui fait douter, ce n'est pas toujours la même chose. Pour certains, ce sont les notes, d'autres la confiance apparente, la réflexion clinique, les connaissances, la facilité à lire des articles et des ouvrages, le temps que les autres semblent passer à réviser, le fait qu'ils aient été acceptés quelque part alors que toi, non. Parfois, tu peux avoir l'impression que les autres ont quelque chose d'inné, un secret que tu aimerais bien percer, comme s'ils avaient reçu une capacité naturelle à bien faire, à comprendre, à analyser, à être à l'aise dans ce monde-là. Mais cette impression mérite d'être questionnée. Dans les témoignages, la comparaison prenait plusieurs visages. Certains se comparaient aux notes, d'autres aux connaissances, d'autres à la confiance apparente, à la culture, au recul, aux stages déjà réalisés, aux projets professionnels déjà très clairs. Une personne disait même avoir l'impression que les autres avaient ça dans le sang. Et forcément, quand tu regardes uniquement ce que les autres semblent maîtriser, tu peux vite oublier tout ce que tu es toi-même en train de construire. Parce que ce que tu vois chez les autres, c'est souvent la partie visible. Tu vois leur aisance, mais pas toujours leur travail. Tu vois leur confiance, mais pas toujours leurs doutes. Tu vois leur réussite, mais pas toujours leurs conditions de vie. Tu vois leurs connaissances, mais pas toujours les ressources qu'ils ont eues pour les construire. Une réponse disait que certains ont peut-être une stabilité de vie, que certains n'ont pas malheureusement, qui leur permet de mieux suivre les études. Et quelque part, je trouve ça très juste. Parce que étudier, ce n'est pas seulement apprendre des cours, c'est avoir du temps, de l'énergie, un environnement qui permet de se concentrer, un espace mental disponible. Tout le monde n'a pas cela de la même manière. Alors, quand tu te compares aux autres, essaie de te rappeler que tu compares deux parcours complètement différents et que les destins sont tous opposés. Tu peux aussi comparer ce que tu ressens à l'intérieur avec ce que les autres montrent à l'extérieur. Et ce n'est pas une comparaison juste. Tout simplement parce que les histoires ne sont pas les mêmes. Bien sûr, ici, le but, ce n'est pas de ne plus jamais se comparer. Car dans le fond, on le fait tous de manière naturelle et quelque part, je pense que c'est humain. Mais l'essentiel, c'est d'apprendre à le faire avec plus de lucidité. Les autres peuvent t'inspirer sans devenir une preuve contre toi. Leur réussite ne retire rien à ton chemin. Leur aisance ne signifie pas ton incapacité. Et ton rythme, même s'il est différent, peut quand même t'amener quelque part. Peut-être même vers quelque chose de plus beau, de plus juste, et quelque part de plus toi. Bien sûr, on ne peut pas parler d'illégitimité en psychologie sans parler du master. Dans les réponses, ce moment revient souvent. La sélection, les refus, les listes d'attente, les dossiers, les candidatures répétées, les stages faits parfois loin de chez soi, les efforts accumulés, et parfois malgré tout cela, aucune admission, aucune convocation, rien. Dans les réponses, on sent à quel point ce moment peut faire basculer le rapport à soi. Plusieurs personnes disent que la sélection en master influence leur sentiment d'illégitimité. Certains parlent de troisième sélection, de liste d'attente, de refus répétés, d'un dossier travaillé pendant des années,
Ce moment peut être extrêmement violent, parce qu'il ne touche pas seulement une étape administrative. Il touche un avenir, il touche une identité, il touche une question très concrète. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Certains parlent d'illégitimité, d'autres parlent plutôt d'injustice. Et cette nuance est importante, parce que parfois ce n'est pas toi qui manque de valeur, c'est le système qui manque de place, de clarté, de reconnaissance et quelquefois d'humanité. Quand tu as travaillé, quand tu as tenu, quand tu as fait de ton mieux, un refus peut faire très mal, mais il ne peut pas contenir toute ta valeur. Une sélection dit quelque chose d'un dossier à un moment donné. Elle ne dit pas toute ta capacité à écouter. Elle ne dit pas toute ton évolution possible. Elle ne dit pas tout ce que tu peux devenir. L'espoir ici n'est pas naïf. Il ne consiste pas à dire que le système est juste ou que tout ira forcément bien. L'espoir, c'est de ne pas laisser ce système avoir le dernier mot sur l'image que tu as de toi. Il ne doit pas devenir une définition de ta valeur. Une personne l'a dit d'une manière très juste. Parfois, ce n'est pas toi le problème. C'est aussi le système de sélection. Et entendre cela peut compter. Non pas pour éviter toute remise en question, mais pour ne pas porter seul quelque chose qui dépasse largement ta personne. Une nouvelle fois, et si cela t'intéresse, j'ai fait tout un podcast sur le sujet des sélections en master, et ce qu'un refus ne saura jamais nous prendre. Le sujet qui est aussi beaucoup revenu est celui du parcours personnel. Certains étudiants disent que leur parcours personnel a beaucoup influencé leur sentiment de légitimité. Cela peut être une réorientation, une histoire scolaire compliquée, une anxiété ancienne, un manque de confiance, le sentiment d'avoir toujours eu du mal à trouver sa place. Tu n'arrives pas dans les études comme une page blanche. Tu arrives avec ton histoire, tes blessures, tes réussites, tes peurs, les places qu'on a bien voulu te donner. Dans les réponses, certains parlent d'une reconversion, d'un ancien métier quitté avec un sentiment d'échec, d'une reprise d'études, d'un redoublement, d'une anxiété sociale, d'une difficulté ancienne à avoir confiance en soi. D'autres disent qu'ils ont l'impression d'être en retard ou de devoir prouver davantage parce que leur parcours n'est pas parfaitement linéaire. Et je trouve que c'est important de le dire. Ce que tu vis aujourd'hui à la fac peut parfois réveiller des endroits très anciens. Une sélection, une mauvaise note, une remarque d'un professeur, un stage où tu te sens invisible. Tout cela peut venir appuyer sur des blessures qui existaient déjà avant les études. Si tu as déjà eu du mal à trouver ta place ailleurs, l'université peut devenir un nouveau lieu où cette question revient. Me concernant, mon parcours n'a pas été linéaire. J'étais l'élève au fond de la classe, peinant à comprendre les chiffres et les livres. Et en réalité ne faisant pas grand effort pour, je dois l'admettre. Cela m'a longtemps valu beaucoup de jugements. Notamment de mes professeurs qui ne comprenaient pas qu'une enfant pouvait ne pas réussir à rentrer dans le rang. Et quelque part, quand on grandit avec cette image-là, celle de l'élève qui ne suit pas, qui décroche, qui comprend moins vite ou qui ne semble pas faire comme les autres, forcément ça laisse quelque chose. Même des années après. Parce qu'on ne revient jamais totalement neutre dans les études. On revient avec notre histoire, avec les phrases qu'on a entendues, les regards qu'on a reçus, les endroits où on s'est senti trop lent, trop différent, pas assez scolaire. Alors quand je me retrouve aujourd'hui face à une note, face à un professeur, face à un devoir ou face à cette question de la légitimité, il y a parfois quelque chose de cette ancienne élève qui revient. Celle qui a peur d'être encore une fois celle qui n'a pas compris. Celle qui craint qu'on lui dise, même sans le dire vraiment, « Tu vois, tu n'étais pas faite pour ça ». Mais je crois aussi que c'est important de ne pas laisser cette ancienne image décider de toute la suite. Parce qu'on peut avoir eu un rapport compliqué à l'école et construire malgré tout une vraie pensée. On peut avoir été en difficulté, avoir été jugé, avoir douté de soi, et pourtant trouver peu à peu sa place dans un domaine qui nous parle profondément. Pas facilement, pas sans peur, mais réellement. Donc ton parcours personnel n'est pas un poids. Il peut aussi devenir une ressource. Il peut te rendre plus attentif à ceux qui doutent, plus sensible aux places difficiles à prendre, plus conscient de ce que signifie ne pas se sentir reconnu, plus prudent dans la manière de regarder l'autre, plus capable de comprendre que derrière une difficulté visible, il y a parfois une histoire invisible. Et surtout, à ne pas céder au déterminisme. Bien sûr, il ne faut pas romantiser la souffrance, mais ce que tu as traversé peut aussi nourrir une qualité de présence, un regard plus doux et plus patient envers l'autre. Et dans cette société qui peut parfois être dure, on en a besoin. Mais ce regard se doit d'être travaillé, pensé et accompagné. Ton histoire n'est pas seulement ce qui te fragilise, elle peut aussi devenir ce qui t'aide à comprendre autrement. Mais la question qui demeure maintenant est, qu'est-ce qui peut nous aider à nous sentir plus légitimes ? Dans les réponses que j'ai eues, ce qui aide à se sentir plus légitime n'est pas toujours spectaculaire. Ce sont souvent des choses très simples.
les retours des patients et des maîtres de stage, les expériences, les stages, le fait de retracer son parcours et de voir tout ce qu'on a traversé, le fait de se rappeler qu'on a tenu, même quand on voulait abandonner, le fait de savoir qu'on pourra continuer à se former après le master. Il y a quelque chose de très précieux là-dedans. La légitimité ne vient pas seulement d'un grand moment où tout devient clair. Elle se construit par petites touches. Par exemple, une tâche confiée, une phrase encourageante, un retour positif, une situation de stage où on se sent utile, un patient qui nous renvoie quelque chose, un tuteur qui nous fait confiance, une note qui montre que le travail a payé, un souvenir du chemin déjà parcouru. Et peut-être qu'il faut apprendre à collectionner ces moments. Pas pour se convaincre artificiellement, mais pour ne pas laisser le doute effacer tout le reste. Et quand on prend le temps d'écouter les étudiants, de leur demander ce qu'ils auraient besoin d'entendre dans ces moments de doute, les réponses sont souvent simples, mais profondément touchantes. Certains auraient besoin d'entendre « Tu es légitime, tu es compétent, tu es fait pour ça, tu es ici pour une raison. Ce n'est pas de ta faute, tu es à ta place, fais-toi confiance. Tes notes ne te définissent pas, tu es capable de bien plus que ce que tu penses. » Mais dans vos réponses, il y avait aussi d'autres phrases, plus précises, presque adressées à la blessure exacte de chacun, telles que « Personne ne sait tout. Tu apprends et c'est ok de faire des erreurs. Tu es tout aussi légitime que n'importe quel étudiant de la promo. Tu es capable, tu l'as prouvé. Tu mérites les opportunités qui viennent à toi. Tu n'es pas là pour rien. » À première vue, ce sont des phrases toutes simples, presque évidentes. Mais quand on doute, quand on se sent fragile, illégitime ou dépassé, on n'a pas toujours besoin d'un grand discours. Parfois, on a juste besoin d'une phrase qui nous fait tenir. Une phrase qui ne nie pas la difficulté, mais qui nous empêche de nous écrouler complètement. Alors si aujourd'hui, toi aussi tu doutes, peut-être que tu peux entendre ceci. Tu n'as pas besoin d'être déjà parfaitement sûr de toi pour être à ta place. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour continuer. Tu n'as pas besoin de ressembler aux autres pour devenir un bon professionnel. Tu peux être en formation, en construction, en questionnement, et être quand même légitime dans ton chemin. Et si, pour le moment, tu as besoin de l'entendre de quelqu'un d'autre avant de réussir à te le dire toi-même, ce n'est pas grave. Parfois, la confiance commence par être prêtée par les autres. Puis, petit à petit, on apprend à se l'approprier. Tu sais, moi aussi, il m'a fallu des années pour essayer de me sentir légitime. D'ailleurs, cette légitimité a été fortement ébranlée cette année, lorsque je n'ai pas été prise en master. Pourtant, je me refuse de me réduire à une sélection. Je sais où est ma place, et je compte bien aller la chercher. Je ne dis pas que cela sera facile, et mon chemin sera certainement encore semé d'embûches. Mais dans ce chemin vers l'autre, je peux t'assurer que la balade en vaut la peine. Ce qui ressort aussi très clairement, c'est que beaucoup d'étudiants en psychologie ont le sentiment que leur formation parle encore trop peu d'une réalité pourtant centrale. Le doute. Le doute de ne pas être à la hauteur. La peur de mal faire. L'impression que les autres savent déjà mieux. Comprennent plus vite. Avancent avec plus d'assurance. Et en disant cela, l'objectif n'est pas de blâmer les enseignants. Je sais bien que la fac elle-même fonctionne avec des contraintes fortes, des promotions parfois très nombreuses, un manque de temps, un manque de moyens, des exigences administratives, des programmes déjà chargés et des enseignants qui doivent jongler entre les cours, la recherche, l'encadrement, les corrections, les stages et les responsabilités institutionnelles. Il ne s'agit donc pas de dire que rien n'est fait, ni que les professionnels de la formation ne se soucient pas des étudiants. Souvent, des espaces existent déjà. Certains enseignants ouvrent la parole. Certains stages permettent de vraies réflexions. Certaines supervisions sont précieuses. Mais ce qui semble manquer, c'est peut-être quelque chose de plus régulier, de plus visible, de plus assumé dans la formation. Quand on interroge les étudiants à ce sujet, les réponses varient. Certains disent qu'on n'en parle presque pas. D'autres expliquent que ces questions peuvent parfois émerger en supervision ou dans certains espaces de stage, mais souvent de manière trop ponctuelle, trop dépendante des enseignants, des lieux de formation ou des professionnels rencontrés. Pourtant, ce besoin revient avec force. Les étudiants ne demandent pas seulement davantage de contenu théorique. Ils demandent aussi davantage d'espace pour penser ce qu'ils vivent dans leur formation. Ils parlent du besoin d'avoir plus d'espace de parole, plus d'échanges entre étudiants de différents niveaux, pour entendre ceux qui sont déjà passés par les mêmes étapes. Plus de supervision, pour ne pas rester seul avec ce qui se joue en stage. Plus de retours d'expérience de psychologues, y compris sur leurs propres hésitations, leurs débuts, leurs erreurs, leurs doutes. Mais aussi plus de retours constructifs, qui ne se limitent pas à dire ce qui ne va pas, mais qui aident à comprendre comment progresser. Ce qui revient au fond, ce n'est pas seulement « rassurez-nous », c'est plutôt « aidez-nous à comprendre comment on devient psychologue ». Aidez-nous à transformer nos doutes en questions de travail, et pas seulement en angoisse silencieuse.
Et je crois que cette demande est essentielle. Parce qu'un étudiant en psychologie ne devrait pas seulement être évalué. Il devrait aussi être accompagné dans la construction progressive de sa posture professionnelle. On ne peut pas demander à des étudiants de devenir des professionnels de l'écoute, de l'observation, de la relation et de la nuance, tout en laissant leurs propres doutes dans un silence presque total. Il faudrait des lieux où l'on puisse simplement dire « Je ne sais pas encore. J'ai peur de mal faire. Je ne comprends pas toujours ce qu'on attend de moi. J'ai peur de ne pas être fait pour ça. » Il faudrait que ces phrases ne soient pas entendues comme des faiblesses, mais comme une véritable matière de formation. Parce que ces doutes disent quelque chose. Ils parlent de la difficulté à se construire dans un métier où l'on travaille avec l'humain, avec la souffrance, avec la complexité, avec l'incertitude. Ils ne sont pas forcément les signes d'une incapacité. Ils peuvent aussi être le signe qu'un étudiant commence à mesurer la responsabilité de la place qu'il est en train de construire. Et peut-être que former des futurs psychologues, ce n'est pas seulement leur transmettre des savoirs, c'est aussi leur permettre de traverser leurs incertitudes sans s'y perdre complètement. Leur montrer aussi que la crainte dans ces études est une preuve de lucidité et non de faiblesse. Car je suppose que chaque professeur a déjà eu ses propres périodes de perdition quant à la formation et à leur métier. La réalité n'est lisse pour personne et aucun parcours ne se ressemble. Et c'est peut-être cela qu'il serait essentiel de mettre en avant quelquefois. Finalement, ce que toutes ces réponses montrent, c'est que le sentiment d'illégitimité en psychologie est fréquent, mais rarement simple. Il peut venir des notes, des stages, des sélections en master, de la comparaison, du manque de confiance, du parcours personnel, du système, de la peur de mal accompagner, de cette responsabilité particulière que l'on ressent quand on se forme à un métier de l'humain. Mais ce sentiment ne dit pas tout de toi. Il ne dit pas toute ta valeur. Il ne dit pas tout ton avenir. Il ne dit pas tout ce que tu peux devenir. Il dit parfois que tu es fatigué, que tu as peur, que tu as besoin d'être mieux accompagné, que tu te compares trop, que tu as appris à minimiser tes réussites, que tu mesures la complexité du métier. Mais ce sentiment doit aussi être accompagné d'une certaine lucidité. Parce que les réponses montrent aussi autre chose. Elles montrent des étudiants qui doutent, oui, mais qui continuent à se former. Des étudiants qui se sentent parfois ignorants, mais qui cherchent à comprendre. Des étudiants qui ont peur de mal faire, mais précisément parce qu'ils prennent au sérieux la rencontre avec l'autre. Des étudiants qui ne se sentent pas encore légitimes, mais qui sont déjà capables de réfléchir à leur posture, à leurs limites, à leurs besoins, à leur manière d'avancer. Il faut aussi écouter ce qui, dans ton parcours, dit autre chose. Comme les stages où tu t'es senti à ta place, les retours positifs, les efforts que tu as fournis, les moments où tu as tenu, les questions que tu te poses, la curiosité qui reste, les expériences qui t'ont confirmé quelque chose, les personnes qui t'ont fait confiance, et cette envie, malgré tout, de comprendre l'autre avec justesse. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être en chemin. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser pour continuer à apprendre. Ta légitimité ne dépend pas de ta facilité. Elle se construit dans le temps, dans le travail, dans les stages, dans les rencontres, dans les doutes que tu arrives à penser et dans les moments où tu décides de ne pas abandonner ton chemin trop vite. C'est maintenant la fin de cet épisode. Je te remercie de m'avoir écouté et j'espère infiniment que mes mots ont fait sens pour toi, qu'ils t'ont aidé. Je te dis à bientôt dans un nouvel épisode de Méli Mes mots, le podcast qui dit les mots là où ça déborde.